Bonsoir Michel Serrault. Bonsoir mon Là, vous ami. êtes donc le parrain de cette émission, Ouais, puisque fou, alors, vous êtes toujours venu très régulièrement nous soutenir à une époque où l'émission était moins... Tu sais, quand on paye comme vous le faites, Oui. c'est normal. Non, c'est vrai, j'aime bien cachetonner. Quoi. Non, mais vous nous avez vraiment aidé au début. Non, mais parce que, oui, d'accord, je vous ai aidé, c'est vrai, mais parce que je vous aime bien. Oui. Ah oui, bien sûr. Dites-donc, est-ce que les deux clowns de service sont là ce soir? Ils sont là, bien sûr, ils vont venir là, bien Ils sûr. mettent leur nez, hein. Tesson et Nerson. Oui, Ils oui. sont là tous les deux, il n'y a pas de problème. On les verra. Avec des perruques. On n'échappera pas à Tesson et Nerson. Vous faites quoi en ce moment, Michel? Eh ben, écoutez, Ces moustaches, c'est pas une idée à vous, là. Ces moustaches comme ça. c'est les miennes. Oui, c'est les vôtres, mais c'est pas... Ben non, c'est les moustaches, en principe, ça veut ressembler à Dominici. Ah oui. Voilà, parce que je tourne pour la télévision 2 épisodes sur l'affaire Dominici. Oui, pour TF1, alors là, on en est à peu près à la moitié, il y a un mois qu'on tourne, et alors, vous voyez, j'ai une belle moustache à la manière de... C'est lui qui a tué, c'est le vieux qui a tué. Ah, écoutez, Qu'est-ce qu'a tué, vous n'avez Michel qu'à regarder l'émission, vous saurez tout. Ouais. Non, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Vous pouvez rien dire. En fait, si, je vais vous dire la vérité. Oui. J'ai accepté de jouer le personnage, mais je dis, je vous préviens, je joue non coupable. Ah. Voilà. D'accord. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Donc on ne saura pas. Alors, vous verrez, c'est pas à moi de juger. D'accord. Vous verrez, vous aurez tout en moins, vous verrez les interrogatoires, vous verrez le procès, vous verrez tout, et vous jugerez. Très bien. Claire. Les moustaches, c'est Dominici, et les lunettes, c'est qui? Alors ça, c'est mes lunettes, mais là, je les enlève. c'est vos parce vraies que lunettes. Ah oui, d'accord. C'est mes lunettes. Ça. Alors Michel, ce que je vous propose, c'est qu'on voit maintenant un best-of de vos meilleurs moments dans cette émission. Je peux vous interrompre Oui, une seconde. oui. Vous avez nommé tous les gens qui sont là. Oui. Et je vous remercie parce que je n'ai pas d'ennemis, je Oui. crois. Et je On a les fait aime. très attention. Oui, non, faut faire. Parce qu'il y en a 2 ou 3, il n'y en a Ouais. pas 36. Ouais. Hein. Mais ils ne sont pas là, donc sont je pas suis là. très heureux. Ça va bien se Bravo, passer. vous avez bien retenu la leçon. Merci Michel. Donc on voit les meilleurs moments passés sur ce plateau avec Michel Serrault, replay. Vous m'en voulez pas? Asseyez-vous. Regardez, il vous ressemble. Hein. Ah oui, il est parfait, il est habillé en Ardisson. Il est bien en Ardisson. Sauf qu'à la différence de moi j'ai pas les lunettes de Zaza Napoli. On dit non, je parle ou je me tais? Il est magnifique, il est beau, il a un charme extraordinaire. Vous savez que, c'est des confidences, vous plaisez beaucoup à ma femme. Et moi? Et toi, tu me plais beaucoup. On va aller se Vous parler aussi, tout à alors, l'heure. je vous adore. Ah bah lui aussi Et puis alors toi, alors... On n'a aucune vie sexuelle par exemple, on a sacrifié. Ah bah, tu m'en avais déjà parlé, tout le monde m'a dit, ça n'a jamais été mon... Nabi est un film magnifique. En plus de Oh ça, oui, mais alors écoutez, franchement, Michel. vous savez, c'est comme la tarte à la crème, il ne faut pas mettre trop de crème. Parce que si vous insistez, alors là, forcément... je me tais. Stop. Vous êtes toujours le bienvenu ici, d'autant plus aujourd'hui que c'est votre anniversaire, donc je vous dis bon anniversaire. Voilà. Mais vous êtes au courant de tout, De tout, le temps, vous allez voir. au jour le jour. Au jour le jour, je sais tout de vous. Alors, Est-ce que vous dites l'avenir? non, pas encore. C'est fini, là? Non, ça tourne encore là. D'accord, non, c'est l'histoire d'une batterie de cuisine, c'est-à-dire que vous avez toute la série des casseroles, c'est en cuivre, etc. Et ce sont les aventures. Ils vont nous couper, Michel. Moi, je m'en fous, mais j'en Voilà. parlerai. Mais, Non mais continuez, moi je dis au revoir aux bon, téléspectateurs. c'est allez-y. l'histoire de toutes ces casseroles. Alors, ça va de la énorme, à demain. il y a une douzaine de casseroles, et c'est les péripéties Et le dossier, c'est entre préhistoire, des casseroles en cuivre, en cuivre, et un pot de terre qui est sur la table de la cuisine. Voilà, c'était les meilleurs moments de Michel Serrault dans cette émission. Alors avec nous, Elisabeth Quint, bonsoir. Maître. Claude Berry, Daniel Auteuil, Philippe Tesson. Vous regardez Rive droite, Rive gauche, Claude? Oui, je regarde, sauf que j'ai raté l'autre fois la critique de Jérôme Begley. On va me l'envoyer. Il a dit du grand bien d'autoportrait, votre livre chez les Léo Cher. L'important, c'est qu'il ait dit du bien, mais je ne l'ai pas vu. Que du bien. Que du bien. Et vous allez venir, on va en parler très sérieusement de votre livre. Absolument. Ouais. Daniel, vous êtes venu la dernière fois, c'était pour le film... Le Bayon, c'est un Voilà. très beau film. Ouais, avec Serrault. Hein. Ouais. Non, je dis ça parce que je l'ai vu récemment et c'est vrai que j'avais des activités qui me prenaient en dehors de la France et j'ai pas pu voir le film et que je l'ai vu récemment, Bayon. C'était un très... Tu m'as dit tout à l'heure, il paraît qu'en italien... Ah, on est formidable, je l'ai vu en italien, on est extraordinaire. Doublé en italien, on joue super bien en italien. Moi, je ne vais jouer qu'en italien maintenant. Mais vous repartez tourner en Italie? Oui, j'habite là-bas maintenant. Ouais. il a demandé l'exil. J'ai demandé politique l'exil en depuis que le Italie. roi est revenu. Non, mais c'est-à-dire qu'il se passe aussi des choses intéressantes en Italie. Quand vous l'avez choisi pour Hugolin, vous saviez qu'il pouvait avoir l'accent comme ça, qu'il était d'Avignon et qu'il pouvait avoir cet accent? Ah oui, bien sûr. C'est Ouais. parce que j'ai su qu'il était d'Avignon que je l'ai appelé et qu'il est arrivé aussitôt. Parce qu'au départ, c'était pas évident. De Non, quoi Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne pouvais pas deviner qu'il était d'Avignon. Oui, c'est ça, oui. Oui. Non, c'est... Donc ça veut dire que n'importe quel Avignonnais aurait pu jouer ce rôle-là. Tout ça à que je veux fait. dire. Alors tout à l'heure, Serrault me demandait si vous étiez là. Il m'a dit, ils sont là les deux. Je sais pas si vous l'avez dit, c'était pas très sympa. Je parlais de clowns, mais comme j'adore les clowns... De on clown, sait pas. oui. L'autre, en tout cas.
L'autre est pas là, Nersan. Ah bah là, il est en train de mettre son nez. Il a un beau nez rouge. Il met son nez rouge, oui. Mais c'est pas plutôt le vin, non? Ah non, non. Nerson est très puritain, très sobre. Ah bon? Pas dans ses critiques, parce qu'il en fait beaucoup. Quoi. Alors, on a posé des questions pour la millième. Berry a répondu, c'est bien. Claude, vous êtes très discipliné. Je suis consciencieux, oui. Voilà, alors on vous a demandé votre livre, votre film, votre pièce de théâtre, votre chanson, votre événement préféré. Donc le livre, c'est Chambre bleue de Simon. Oui, que j'ai lu. Pourquoi? Bah, je sais pas, je l'ai lu récemment, c'est le titre qui m'est venu en mémoire. Ouais. Bah, c'est un très beau livre. Ouais. J'aime bien la façon dont il est déconstructuré. Puis cette histoire d'amour passionnel, sexuel, non, c'est un très beau livre. Et alors le film, c'est Gladiator de Ridley Scott. Ça, c'est quand même très bizarre, non? Non, c'est parce que je suis retourné le voir avec un de mes fils. J'aime le cinéma populaire et j'avoue que Gladiator, j'ai adoré, quoi. Ouais. Je préfère ne pas m'ennuyer au cinéma. Ouais. Le théâtre, le Nouveau Testament de Sacha Guitry. Oui, on en comprend, oui. Et la chanson Renaud. Oui, Renaud, pourquoi pas? Ouais. Oui, j'aime beaucoup Renaud. Et vous, Auteuil, c'est quoi votre livre préféré? Mon livre préféré, c'est Autoportrait. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que le questionnaire portait sur ces 5 dernières années. Oui. Et ces 5 dernières années, j'ai beaucoup regardé votre émission. Oui. Alors, il se trouve que vous avez vu, lu, entendu pour moi des milliers de choses. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que ça nous soulage. On n'est pas obligé d'aller voir ni entendre. Pour qu'on aille voir, écouter, il faut vraiment que vous soyez vachement bon. Et, Ce qui est rare. non, ça vous arrive. Et c'est pour ça qu'on y va. Ouais. Donc le livre? Le livre Autoportrait. Ah, Autoportrait. Autoportrait pour pas que pour des raisons Pour affectives. ses pages sur Hugolin. Non, pas que pour des raisons affectives, parce que Claude arrive à faire quelque chose de très beau avec la vie. Enfin, il arrive à faire de la littérature et à dépasser l'anecdote et à nous entraîner comme ça dans enfin, je sais pas. Non, mais tous les gens qui l'ont lu ont dit ça. On dit que c'est pas simplement des mémoires ou des anecdotes, mais que c'est vraiment de la littérature. C'est de la littérature, bien sûr. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui. Ouais. Parce que raconter ma vie, des mémoires, ça m'intéressait pas beaucoup. L'ambition que j'avais, c'était de faire un livre. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un style absolument cinglant. C'est très limpide, c'est très simple. Il y a un mélange du passé et du présent. Et on a la vie d'un type absolument fascinant qui se déroule, qui se met vraiment à poil devant vous avec une certaine délectation, je dois dire. Ça manque pas que délectation dans la cruauté. Oui, j'ai beaucoup regardé Michael Youn. Michael Youn, à poil le matin, poil, voilà. Donc c'est le morning live de Claude Berry, l'autoportrait, quoi. Ouais, elle en parle comme d'un film japonais. Coréen. C'est ça que j'adore dans votre émission, c'est formidable, c'est ça. Mais là, elle était très bonne. Elle était très bonne. L'autre jour, il y avait Chicago, donc elle devait parler de Chicago, et puis elle a dit non, finalement, je vais pas vous en parler. Mais il y a un film tadjik, en noir et blanc, en scope, noir et blanc, hongrois, qui dure 2h30, et celui-là, il est bien. Votre film préféré, alors, c'est quoi? Mon film préféré De tous les films? C'est peut-être les parapluies de Cherbourg. Ouais. Peut-être, voilà, s'il fallait dire. Mais parce que je le vois souvent avec ma petite fille en ce moment, voilà. On pleure beaucoup, c'est peut-être ça. Et vous, c'est quoi votre film préféré? Le dictateur. Le dictateur, ouais. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, bon, en ce moment, c'est parfait. C'est tout à fait d'actualité. Le dictateur est je ne sais plus le titre, mais un des films de Raoul André que nous avons tourné. Raoul André. Vous voyez, pour faire rire. Tu dis Raoul André. Raoul, ça marche à tous les coups. Tu connais, toi? Non, tu connais Non, je suis trop petite, moi. Mon biquet. Il faudrait les voir, ces films-là. Avec toi. Il y avait un certain jeu, quand même. Il y avait une liberté incroyable de tout le monde. Oui. Tout le monde, on faisait son texte, on faisait son image, on faisait l'histoire, etc. Comme chez Mocky, un peu, non? Les gens faisaient leur film dans la salle. Et t'as pas tourné dans un film où le metteur en scène disait à un moment donné, maintenant, gag à volonté? J'ai fait des choses à peu près semblables, mais cette réflexion, j'ai pas entendu. Non, non, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ou une chose comme ça. Oui, ça, oui, j'ai entendu. Cela dit, avec Autant Lara, vous avez eu quand même une expérience énorme, invraisemblable. J'ai tourné 2 films avec Autant Lara. Ouais. Et il se comportait de façon quand il n'était absurde. pas content, il piétinait sa casquette. Ouais. Et alors il traitait les acteurs de petits singes et après il disait caca, non? Il vous a dit caca. À moi, il m'a dit caca. C'est vraiment la caricature du réalisateur dans les films d'Hollywood. Oui, irascible. Ouais. Le mec irascible qui piétine sa casquette. Ils sont malins comme des petits singes. Oui, aussi. Bien, ben merci. Donc vous restez avec nous, on boit du champagne, c'est la millième. Et on mange un peu. On peut manger, bien sûr, tu peux manger tout ce que tu veux. Boire du champagne, on s'en fout.
Alors RDRG, spécial millième suite avec le best-of des meilleurs moments de télé passés sur le plateau de la culture, replay. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. C'est l'heure de Rive Droite, Rive Gauche, le seul JT de la culture, en compagnie ce soir de Patrick Poivre d'Arvor. Les médicaments contre l'acidité gastrique et les problèmes hépatiques que vous voyez sur cette table m'ont été envoyés par Isabelle Adjani en souvenir d'une critique faite sur ce plateau même par Philippe Tesson et Jacques Nerson. C'est le même homme qui, la semaine dernière, a osé vanter Hamlet, mutilé par Peter Brook, joué par des comédiens amateurs. Et là, nous avons de grands acteurs, une version historique de la pièce. Et là, vous êtes en train de chipoter, c'est ridicule. Ça n'est pas ma Phèdre, c'est tout. Ça n'est pas ma Phèdre. Phèdre, pour moi, est une tigresse. C'est la Phèdre de Racine. C'est évident. Peu importe que ce soit la vôtre, c'est la Phèdre de Racine, surtout. Elle est habitée par la honte, par la culpabilité. C'est ça qui fait la beauté de la pièce. Mais il faut qu'elle aime. Cette honte n'a de sens de valeur que si on la voit encore aimer sur mon fils. Là, Philippe Tesson vient de s'exprimer en alexandrin. Jamiroquai, vous vous en souvenez? C'était... C'est fort, ça, non? Si vous voyez des fascistes partout, si vous dénoncez des fascistes partout, comment vous allez mobiliser les gens pour les combattre là où ils sont? Excusez-moi, est-ce que tous les Noirs sont mauvais? C'est pour ça qu'ils ne sont pas à la télévision? Non, c'est pas pour ça. Bon, excusez-moi, donc. Moi, ce que je veux faire, c'est quand même changer le monde. Je veux que les gens comprennent que être PD, c'est vendre de la tarte. Il part avec ses chevaux, avec ses chariots. Moi, je ferme les yeux, puis toi, tu fais le cheval. Il part vers l'ouest. Il s'arrête à peu près à la limite de l'Irie. Parce que je parle si. Et alors? Je simplifie, hein. Là, on en est au 7e siècle. Il vous reste 3 minutes. Je parle quand même d'imaginer ces hordes de gens, les chariots, les chevaux, des petits chevaux, des types casqués, barbus. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer dans quoi ils buvaient. Ça vous remplira de modestie. Ne me donnez pas d'ordre surtout. C'est ça tout ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez me dire, je sais ce que je veux dire. Eh bien, vous allez lire quelques pages. Non. Ah, mais c'est... Non, si j'ai pas envie, je le ferai pas. Vous avez fait une projection privée au pape, c'est vrai? Non, mais le pape, c'est pas vrai? Je pensais que c'était une blague. Quand ils m'ont appelé, j'étais à Los Angeles, ils m'ont dit, j'ai vu à 15 mètres du Vatican, ils m'ont appelé, j'étais à Los Angeles. Pour me dire, le pape, il veut voir les films avec toi. Mais je pensais que c'était une blague. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, nous devions accueillir maintenant Oliver Stone. Et il se trouve que notre bon ami Oliver Stone, qui n'est plus un bon ami d'ailleurs, est complètement stone, comme son nom l'indique, et que son éditeur le course dans Paris parce qu'il est pété, bourré, déjanté, et il veut absolument aller se baigner dans une piscine, mais ils l'ont toujours pas rattrapé. C'est ma mère qui vous a raconté ça. C'est vrai que vous sachiez ça. Vous vous souvenez de ça? Je sais tout. Mais c'est pas croyable. Vous aviez 12-13 ans. Non, mais par définition, vous savez tout. Donc, vous savez ça, vous? Mais comment vous savez ça? Ben oui, voilà, j'attendais que vous me le disiez, ça me fait très plaisir. Nous allons nous séparer, puisque c'est le dernier débat théâtre de l'année et de la saison, disons, et que vous allez vous séparer sur une dispute, et que je suis un petit peu triste de partir en vacances. Non, mais dans la coulisse, nous nous réconcilierons. Serrez-vous la main, comme c'est la dernière fois. Vos deux mains. Voilà. Non, parce que franchement, ça m'ennuyait de terminer la saison comme ça. Merci à tous les deux. Bravo. Voilà, donc c'était un best-of des meilleurs moments des 5 saisons passées. Bonsoir Jérôme, bonsoir Ariel Dombal, bonsoir Jean d'Ormesson, Eric Nehoff, Michel Serrault avec moi pendant toute l'émission. Le parrain, c'est normal. Alors Jean, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas l'air de bonne humeur là? J'ai attendu beaucoup. Ah, c'est pour ça à mon avis, oui. Est-ce que vous avez préparé votre petit texte sur la littérature et la télévision? Non, je ne prépare jamais rien. Bon, donc vous allez improviser? Bon. Non mais dites-nous, voilà, quelle est la littérature et la télévision qui sont vraiment des frères ennemis, je dirais, d'une certaine façon, absolument. Puisque maintenant, sur les chaînes hertziennes, il n'y a pratiquement plus d'émissions de littérature littéraire, puisque le dernier en date, c'était Guillaume Durand qui devait remplacer Bernard Pivot, mais il s'occupe de l'Irak. Donc, à part Patrick Poivre d'Arvor, il n'y a plus personne, et c'est très tardif, son émission. Eh bien, d'abord, il faudrait faire une émission de littérature, avec Nehoff, peut-être, et vous. Ouais. Et il faudrait la mettre à 8h30. Alors là, on viendrait avec choix. Enfin, à 20h
À 20h. Ouais, parce que 8h30, à la place du journal. Ouais. À la place du journal. Non mais c'est vrai, sur Paris Là, Première, il y a vous savez- Michel Phil qui fait une bonne émission, mais sur les chaînes hertziennes, il n'y a plus rien. Au fond, ce que devraient faire les écrivains, au fond, peut-être, et ce qu'ils font quelquefois, c'est de ne pas venir à la télévision. Vous croyez que c'est bien ça? Seulement, naturellement, ils viennent. Pourquoi? Ils viennent parce qu'ils ont envie de vendre leurs livres. Vous venez jamais, vous, à la télévision? Hein? Vous venez jamais, vous, à la télévision? Mais comment? Naturellement que j'y viens pour vendre mes livres. Mais au fond, la sagesse, c'est Marcel Aimé, n'est-ce pas, qui ne disait jamais rien, qui ne parlait jamais d'un livre. Il y a une histoire de Marcel Aimé que j'aime beaucoup, il ne voulait jamais parler même de ses propres livres, et un jour, dans un dîner, il est à côté d'une dame comme ça, qui fait un peu de zèle, et qui lui dit « Monsieur Marcel Aimé, je me suis juré de vous arracher plus de 3 paroles. Ouais. » Et Marcel Aimé lui répond « Vous avez perdu. » Voilà, alors ça me paraît Mais est-ce que vous croyez, Jean, sérieusement, très bonne attitude d'écrivain. Est-ce que vous croyez que vous auriez vendu autant de livres si vous n'étiez pas venu aussi souvent à la télévision? Mais pourquoi croyez-vous que je suis venu ici ce Oui, soir? C'est oui. pour vous remercier de m'avoir aidé à vendre autant de livres. Et c'est pour en vendre encore Le dernier, 500. C'était bien, ça s'est bien vendu, non? Ça va? Est-ce qu'on peut dire que c'était Grâce bien? à vous. Est-ce que les ventes, c'était bien? Écoutez, ça va, il y a des petites choses à l'extérieur qui nuisent un peu au livre en ce moment, comme vous savez, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais enfin, quand même. Non, mais Jean, pour vous, c'est très facile, parce qu'on sait très bien que les gens aiment ce que vous écrivez, mais on aime aussi l'homme. Alors l'homme qui vient se montrer à la télévision avec cette espèce d'allégresse ironique et cette espèce de stupeur face au monde, voilà, ça c'est gentil. C'est incroyablement attrayant, eh vous bien, le savez. C'est tout le problème de l'écrivain. C'est que voilà. l'écrivain, on le juge sur ce qu'il fait à la radio et plus encore ce qu'il fait à la télévision. Et il est tout à fait évident que le livre peut être bon et l'écrivain exécrable à la télévision, ou que le livre peut être exécrable et l'écrivain très bon à la télévision. Et alors ça crée une espèce de trouble chez l'écrivain qui est malheureux. Vous comprenez? C'est terrible parce qu'on peut faire alors. Non, il y a quand même un type d'écrivain, c'est-à-dire Modiano ou Houellebecq, qui sont d'excellents écrivains, très mauvais à la télé, mais justement ils sont tellement mauvais que les gens s'y intéressent. C'est-à-dire que Modiano, quand il passe à la télé, ou Houellebecq, bien entendu, c'est-à-dire que les gens attendent de voir comment il va pas y arriver à parler de son livre. Quoi. Alors vous me disiez tout à l'heure que j'avais l'air de mauvaise humeur, c'était peut-être que je me disais il faut essayer de faire comme ça et tâcher d'être mauvais à la télévision. C'est raté ce soir. Ah, comme il est bon écrivain. Mais ce qui est tellement drôle, c'est que même dans les supermarchés maintenant, enfin pour attirer le chaland, alors il y a des produits tout à fait divers et c'est écrit en rouge « vu à la télé ». Et alors voilà, si c'est vu à la télé, ça se vend. Mais je ne voudrais pas raviver des souvenirs douloureux, mais Jean a animé une émission littéraire. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Qui s'appelait comment déjà? Livre en fête. Voilà, Livre en fête. Ah bah quand même, j'avais découvert un livre qui était pas si mal, je crois que j'avais été le premier à en parler, c'était L'Ami retrouvé. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles ça? L'Ami retrouvé, et Jean d'Ormesson avait aussi lancé le fusil de chasse de Inoue, le japonais. Inoue, épatant. Alors Ariel, c'est votre jour off? C'est ma journée off. Et il faut dire que ce rendez-vous de l'opéra comique comme ça, chaque soir, est tout de même une expérience exaltante au plus haut point. C'est la féerie, l'enchantement, là. Ça marche bien, non? Oui, oui, ça moi, j'y suis allé, toute ma famille a adoré, tous les enfants veulent y retourner. Alors, on va passer à ces petits questionnaires formatés. Donc, le livre, quand on vous demande votre livre préféré, vous dites « Histoire de Franck » de Eric Neuf. Alors évidemment, il est à côté de vous. Vous voyez qu'il est très mauvais quand il parle des livres à la télévision. Voyez, c'est pas mal son livre d'ailleurs. Oui, c'est embêtant. J'ai l'air tout de suite. J'ai beaucoup aimé le livre de Neuf, c'est vrai. Je trouve que c'est un très bon livre. D'abord, j'aime tout ce que fait Neuf. Je trouve que c'est très très bien, toujours. Et là, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi, Neuf. Et c'était pas tant. On voit Sinatra qui baisse tout le temps, qui boit tout le temps. C'est absolument. Qui fréquente des gens de la mafia. Et alors, il dit. Qui a les yeux bleus. Il a les yeux bleus, c'est vrai, oui. Je me suis quelquefois demandé si c'était pas mon portrait que faisait Neuf. Alors le livre, c'est l'histoire de Franck Neuf, le film Sur la route de Madison, ça je comprends, Clint Eastwood, bon d'accord, pas besoin de faire de dessin. Théâtre. J'ai pleuré beaucoup à la route de Madison. Vous êtes un grand romantique, Jean. Et théâtre, alors Fête de Patrice Chéreau, donc vous faites partie des gens, parce que nous ici on a eu des grands débats entre Tesson et Nerson pour savoir si le Phèdre de Chéreau était acceptable. Vous êtes pour?
Je suis surtout pour Phèdre. Ouais. Voilà. C'est Phèdre que j'aime, qu'elle soit jouée par l'un, par l'autre, une scène par l'un, par l'autre. Je trouve que c'était épatant de voir qu'elle renaît sans cesse de ses cendres. Voilà, et c'est quand même très beau. Et en chanson, vous avez choisi Vincent Delerme, et c'est vrai que c'est très très bien. Moi, je connaissais pas Vincent Delerme, j'ai découvert aux Victoires de la musique, et c'est vrai qu'il a une chanson qui s'appelle Tes parents, je sais pas si vous la connaissez, qui est vraiment formidable. Tes parents, ils doivent lire Télérama et tout, c'est extraordinaire. Mais comment il dit, et il est même prêt à aimer l'émission de Thalassa. Non, c'est vrai, c'est extraordinaire. Vous avez raison, c'est une vraie... Il y a évidemment deux chansons qui m'ont frappé ces derniers temps, c'est Carla Bruni, qui est aussi belle que ma voisine, c'est pas peu dire. Et Delerme, évidemment. Mais Delerme, son père a bien écrit ce best-seller. Mais oui, c'est le fils de la première gorgée, bien sûr. Et la première gorgée, ça avait... 1 million d'exemplaires. Oui, mais c'était irrésistible. Parce combien que vrai... Combien 1 million d'exemplaires en France, édition originale. Oh là là, c'était résistible, sans je pense, télévision. Ne troublez pas cette exquise soirée. Et sans télé. Je suis pas d'accord, c'est très résistible. 1 million d'exemplaires sans télé. On n'est pas obligé d'avaler la première gorgée de bière. Alors Ariel, vous avez préparé un petit compliment sur la musique, là, non? Ah, sur la musique, non. Je voulais simplement signifier mon grand enthousiasme. J'ai fait partie pour la première fois des Restos du Cœur cette année et j'ai découvert Jean-Jacques Goldman. Alors ça semble peut-être comme ça évident et je me suis aperçue qu'en réalité c'était un héros national et que je le connaissais un peu comme Molière qui découvre qu'il fait de la prose sans le savoir. Eh bien nous connaissons tous très bien Jean-Jacques Goldman parce qu'il écrit pour tout le monde. Même pour Céline Dion. Même pour Céline Dion, mais alors justement, ce qui est important aussi par rapport à Céline Dion, c'est que Goldman a sorti du ghetto les chanteuses à voix. C'est le premier qui a écrit des chansons intelligentes pour des gens qui avait des belles voix. Et il s'est dit, pourquoi est-ce que, quand on pense belle voix, c'est toujours Mireille Mathieu ou Michel Thor, mais quand c'est l'Amérique, c'est Whitney Houston. Bon, et il a écrit pour Céline Dion, et il l'a mis sur une orbite, si vous voulez, spéciale de chansons. Vous aimeriez, Ariel, chanter du Goldman? Oui, j'aimerais beaucoup. J'ai adoré son dernier album, et puis je me rends compte que j'ai, par exemple... Rappelez-vous de la chanson de Khaled qu'il a écrit, Aïcha. Très belle chanson. Oui, ça c'était... Ça fait comment, toi? Oui, Aïcha, Aïcha, reste avec moi. Ça, c'est super. Bon, toute la France est tout à coup devenue, s'est mis dans le rythme de l'islam le plus langoureux. C'était génial. Bon, bien, et bien tout ça. Quand Ariel a dit, j'ai découvert que je ne savais pas que c'était un héros national. J'ai cru que c'était un pseudonyme de Zidane. Je me suis dit, tiens, il héros doit national, chanter. oui, parce que vous voyez, il y a les héros nationaux sont l'abbé Pierre. Je ne sais pas si vous en êtes un, mais en tout cas l'abbé Pierre en est un. Et puis il y a Douillet, et puis il y a Goldman. Moi, je suis un trésor national vivant. C'est un trésor vivant, Dormesson. Un trésor vivant. On a 2 trésors vivants d'ailleurs ici ce soir. On a Serrault et Dormesson. Alors Ariel, votre livre préféré, c'est Théâtre intime de Jérôme Garcin. Oui, parce que je le lis en ce moment. Oui, ça vous plaît. Et c'est vrai, quand vous posez la question, il faut remonter à 5 ans en arrière. Alors évidemment, Beck BD, Welbeck, Neuhoff, Bernard-Henri, Solers. Ah ben évidemment. Quand même. Vous le mettez en 4e position, on remarque. Hein. Non, c'est pas le premier dans votre cœur. Il est... Vous savez bien mais il est en train Bernard-Henri Lévy est en train de finir un livre. C'est vrai que je suis très bouleversée par ce livre qui me touche parce que c'est cet amour inconditionnel de cette femme qui est sa femme et qui lui échappe toujours puisqu'elle est une actrice et qu'elle est donc... Alors ça c'est le livre, le film c'est In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Tout le monde adore. Là oui, je veux dire, là tout le monde est d'accord. Au théâtre Frédéric au boulevard du crime de Éric Emmanuel Schmitt. Oui, mais surtout parce que j'adore Jean-Paul Belmondo et quand je l'ai vu dans cette pièce, eh bien... Il m'a Goldman, ému. Belmondo. Mais oui, tout de même. Parce Vous avez des goûts assez classiques finalement. Oui. Ensuite, la chanson Chambre 1050 d'Ingrid Caven. Bon, ça oui. Oui, parce que Ingrid, c'est une figure même, comme il y en a presque plus. C'est-à-dire, c'est un mélange de Marlène et des bas-fonds de Berlin. C'est quelqu'un de tout à fait singulier. Donc j'adore Ingrid Caven. Ouais. Alors avant de se séparer, Ariel, Bernard-Henri Lévy est en train de terminer un livre.
il est au maximum là. Ça, il doit rendre le manuscrit là ces jours-ci, donc il doit être dans tous ses états, non? Ça. Vous savez, je crois que quand on a fait l'école normale supérieure, on vous apprend vraiment à bosser. Ouais. Et alors, c'est vrai que quand on le voit comme ça, les dernières heures sur le manuscrit, j'imagine que c'est souvent comme ça pour les écrivains. Eh bien, il y a un état. Tout a une espèce d'effervescence terrifiante qui est là, et c'est la machine à penser. C'est pas un peu difficile dans ces moments-là de vivre avec lui, non? Ah non, moi j'adore. Ah bon? Il est pas insupportable? Mais non, elle est extraordinaire, j'arriverai pas à lui faire dire un mot contre. Rien n'est plus rassurant, rien n'est plus rassurant. Les gens dans la vie s'ennuient, sont médisants, attendent la mort, voient l'autoroute qui mène au cimetière. En général, les gens, voilà. Et alors quand on a des écrivains... Merci à tous d'avoir été avec nous. Michel, on va passer la pub et puis en retour de pub, je vous demanderai de faire un petit bilan déjà de la situation jusqu'à maintenant. Oui, je crois. Faire un petit bilan, je crois que c'est important de faire un point de la situation. Merci Jean, merci Eric, merci Ariel. Jérôme, restez avec nous. Eric n'a fait que de la figuration intelligente, là. Mais Eric, il est là tous les jours. Après les pubs, place à la suite de ce RDRG spécial millième, toujours en compagnie de Michel Serrault, plus André Dussolier, Mélanie Douté, Axel Lafont et Jean-Pierre Mocky. À plus. Chers amis, chers ennemis, rebonsoir. Je vous rappelle qu'à l'occasion de cette spéciale millième, il y a 1000 places de cinéma à gagner. Oui, 1000 places. Il suffit de cliquer sur paris-première.fr. Et maintenant, donc, nous passons à la suite de cette spéciale millième. Bonsoir Peggy Olmy. Bonsoir Thierry. Bonsoir André Dussolier. Rebonsoir Michel. Ah, Michel Serrault, vous êtes invité d'honneur. T'as vu, j'ai changé de place. Ouais, c'est déjà pas mal. Et bien, ce que vous pouvez faire, surtout, c'est intervenir quand vous voulez, parce que c'est un petit peu votre émission. Mais vous êtes pas que ça à faire, mon pote. Ouais, vous êtes le parrain du truc quand même, quoi. Et Alain Rioux. Comment ça va, Alain? Très bien. Alors, Peggy, donc cette émission existe depuis 6 ans. Et ça fait 6 ans que vous avez commencé à travailler dans le journalisme culturel. Ah, voilà. Et oui, d'abord en presse. Et l'ironie du sort fait que Rive Droite Rive Gauche était mon émission préférée du monde au monde dans le milieu du parc. Vous y êtes maintenant dans Rive Droite Rive Gauche. Voilà, écoutez. Et vous êtes contente? Ça s'est bien passé ce début de saison? Je suis pas mécontente. Vous êtes assez gentil avec moi. Vous croyez que vous serez encore là à la 2000e? Je sais pas, à votre avis? Ouais, à mon avis, oui. Avec plaisir. Alors André, il y a le film qui sort, l'Effroyable Jardin. Là. Moi, j'ai pas vu le film encore, j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air extraordinaire, non? C'est bien, c'est encore un film de Jean Becker. On avait tourné d'ailleurs avec Michel Les Enfants du Marais. C'était là... extraordinaire, Les Enfants du Marais. Oui, oui. C'était un beau souvenir. Ils en ont fait 3 ou 4 depuis, jamais ils m'ont demandé. Il y a Villeray quand même, effectivement. Il y a Villeray, voilà. Oui. Ouais. Et non, là, c'est adapté du film, du livre de Michel Quint qui s'appelle L'Effroyable Jardin. Et bon, c'est une histoire qui se passe pendant la guerre où 2 types vont essayer de se lancer dans une aventure qui les dépasse, quoi, de faire un acte de résistance pour l'amour d'une femme. Et il y a toujours ce mélange dans les films de Jean Becker entre la légèreté, le comique et puis l'émotion. Un petit livre à la base, hein, c'est ça? Petit livre de 60 pages. Oui, c'est ça. Comment on peut faire un film, je sais pas, d'1h30 à partir d'un livre de 60 pages? Ben, il faut être fidèle à l'esprit et infidèle à la lettre, quoi. Il faut essayer de refaire pour l'image ce qu'on a aimé dans le livre, mais là ils ont été justement, ils sont accordés pas mal de liberté. Et je trouve que, bon, c'est pas à moi de le dire, mais enfin le résultat est bien réussi. D'après ce qu'on en a vu, ça a l'air très très bien. Serrault, qu'est-ce que vous faites? De quoi vous parlez là tous les deux là? On était en train de... Serrault dit qu'un livre n'est jamais qu'un point de départ. Non. Oui. Pour un film, en tout cas, oui, c'est un point de départ. Et vous savez ce qu'il va faire, André, après, à partir du 14 mai au rond-point? Non. Et bien après les monologues du vagin, il y a les monologues du sportif. Putain, j'ai eu peur. Il n'y a aucun rapport avec le vagin, mais enfin... Qu'est-ce que c'est les monologues du sportif? Non, enfin, oui, c'est des textes de Paul Fournel, en fait. Et ce sont des monologues de sportifs, en effet, mais qu'il a écrit lui-même. Hein, c'est pas des interviews. Et je vais jouer le footballeur, le cycliste, voilà, je vais me donner... J'aime beaucoup le sport. Alors, faire ça... Et le théâtre aussi, donc à l'occasion, faire les deux en même temps, c'est pas mal. Non, c'est des portraits assez savoureux de sportifs. Texte d'un auteur vivant. Vous savez que j'y tiens. On nous parle toujours des auteurs vivants. Fournel, c'est un auteur vivant, effectivement, Vous faites plus de théâtre, vous, là, non? Mais non, il ne m'engage plus. Parce que c'est quand même dingue, ça. Il y a un âge, tu sais, il y a un certain... Non, plus de théâtre.
Non, c'est fini. Mais il y a une question que je voudrais poser à ces messieurs, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui oppose Michel Serrault et André Dussolier, c'est que Serrault a réussi en acceptant tout. Et que Dussolier a réussi en acceptant rien. Alors, et quel est le plus riche? Je ne sais pas. Mais Serrault, vous avez à peu près accepté tout ce qu'on vous a proposé à vos débuts. Au cinéma. Oui, parce que je suis d'une grande prétention. Et je me dis, ça n'est pas bon, mais on peut peut-être s'arranger. Et Dussolier, au contraire, vous avez été l'homme de l'exigence, du refus. C'est d'ailleurs impressionnant de lire votre filmographie. Les choses se font un peu par hasard. Hein. C'est pas, on n'a pas autant de pouvoir de décision que ça. D'abord, on nous propose, hein, Michel, et puis ensuite, on essaye de. Oui, on est. Moi, je pars. Enfin, il y a un truc qui m'amuse beaucoup. Quand je lis quelque chose, je dis qu'est-ce que ça peut donner ça? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en route pour ça? Parce que c'est quand même une proposition. C'est sur le papier. Les comédiens, on les connaît pas tous. Le metteur en scène, pas toujours, etc. Donc c'est une aventure. Alors si vous avez, je sais pas, la pièce en 6 actes, disons. Hein, le premier est pas mal, et puis le 4e. Oh, essayons. On verra bien. Parce que finalement, ça se fait quand même un peu sur le terrain, quand même. Et puis c'est la rencontre avec les comédiens, etc. Donc je crois que, et je dirais même une chose, je ne vais pas le dire trop fort, moins c'est bon, plus ça m'excite. Il y a peut-être une manière de me faire passer ça. Oui, c'est ça. Non, il y a un challenge. Bah oui, vendre un mauvais scénario, c'est difficile, bien sûr. Mais écoute, mais au théâtre, c'est pareil aussi. De temps en temps, il y a des scènes qui ne sont pas terribles. Et un jour, tu te dis, si on joue ça comme ça, ça doit aller. On peut. Donc c'est quoi? C'est de l'intuition? C'est de l'intuition qui rentre en compte? Non, c'est que derrière les mots, derrière la proposition, derrière la situation qu'on vous donne, c'est pas fini. Et il faut des acteurs là-dedans qui vont inventer. Pourquoi pas? Alors, comme tout, c'est jamais à 100%. Moi, j'ai jamais fait un film en disant je vais faire un chef-d'œuvre. C'est quand même à Paris, quoi. Il y a pas. Non? Bien sûr, on ne sait pas. Alors donc, je crois qu'il faut se lancer. Et ça force. On se dit, mais comment on peut jouer ça? Comment je vais m'en sortir? Mais quand on a demandé à Dussolier de faire un Truffaut directement, alors que vous étiez à la Comédie Française, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ça doit faire quand même de l'effet. Ça fait de l'effet, surtout. Oui, je ne savais même pas que je pouvais tourner le dos à la caméra. J'étais vraiment, j'étais un apprenti comédien de théâtre, donc je découvrais le cinéma en même temps. Mais oui, c'est le plaisir. Il y a souvent, je reviens sur ce que dit Michel, parce que on dit souvent dans notre métier, il pourrait lire le bottin. C'est vrai que lire le bottin, on pourrait trouver du plaisir à lire le bottin et inventer des choses avec une seule phrase. C'est pas juste une vanne, Non, c'est pas juste une vanne. Oui, c'est vrai. Oui. Et alors, il faudrait voir ça pendant une semaine avec des comédiens différents. Oui. Ça serait le bottin différent. Les monologues du bottin. Alors, André, votre film préféré? Mon film préféré. De tous les films que vous avez vus dans votre vie. Que j'ai vu dans ma vie. Oh là depuis 5 ans, disons. Le premier que j'ai vu, je vais dire, depuis 5 ans, c'est Eyes Wide Shut de Kubrick. Vous avez aimé ça? J'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai beaucoup aimé. Mais sinon, je vais dire un des premiers que j'ai vu, alors comme ça, pour remonter dans le temps, puisque c'est Quand passent les cigognes. C'est un film soviétique, ça m'avait beaucoup marqué. C'était un mélo, mais voilà, ça m'avait touché. J'avais rencontré le cinéma à travers ce film. Et le livre qui vous a marqué depuis 5 ans? Le prochain Kundera, pareil, qui est formidable. C'est bien de dire ça. En plus, c'est classe, comme le prochain Kundera. Il n'a pas parlé de mon livre. Non, mais j'ai des échos. Hein. Au théâtre, ce qui vous a marqué depuis 5 ans? Une bête sur la lune. J'ai beaucoup aimé cette pièce-là qui avait été montée par Irina Brouk. Bien ça. Parce que c'est rare d'avoir des pièces contemporaines. Et donc là, vraiment, il y avait tout d'un coup un sujet, un spectacle magnifique. Alors maintenant, vous allez faire un cadeau à Peggy. Moi je voudrais que vous lui disiez un petit poème, un petit poème d'amour, un petit poème d'amour, un petit poème d'amour. Je ne vais jamais dire le poème auquel je pense à Peggy, parce que c'est très coquin. Justement, ça m'intéresse. Ça peut attirer les poèmes coquins. Je vais être totalement intimidé et non, je vais m'adresser à la caméra. Voilà, adressez-vous à la caméra, elle le prendra pour elle. Sinon, on va penser que je la drague épouvantablement. C'est un poème de l'abbé de l'Athénian, c'est un chanoine du 18e. Bon, alors je regarde qui. Elle est où Elle est là, votre caméra. La femme imaginaire, madame. Voilà. Quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose.
Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose, j'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avec le mot. Mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose, c'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Mais quand je dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot bien peu connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot. Et sur le mot, et sur la chose, madame. Passez-moi le mot et je vous passerai la chose. Génial, bravo. Voilà, c'est un abbé, un coquin. C'est un abbé qui a écrit ça. Oui, il a même écrit une chanson très connue que chantent les enfants innocemment. C'est « J'ai du bon tabac dans ma tabatière ». Mais c'était pas ça le texte. Et il s'adressait là aussi aux dames. « J'ai du bon tabac dans mes tabatières ». Voilà. Ah d'accord. Voilà, je pense que vous avez choqué tout le monde. Bravo, Peggy est toute rouge. Merci en tous les cas Alain, merci André, merci Peggy. Suite de cette édition millième avec le meilleur et le pire de ma première émission. C'était le lundi 6 octobre 1997, replay. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Voici Rive droite, Rive gauche. Tous les soirs à 19h, nous nous retrouverons ici pour un apéritif pas comme les autres puisqu'il s'agit d'un cocktail culturel. Culturel parce qu'on parlera de livres, de films, de disques, d'expos, de médias et plus rarement de sexe. Et voilà, donc c'était en 1997, le 6 octobre, c'était le premier, à l'époque, Rive droite, Rive gauche, qui est devenu depuis RDRG. Rebonsoir Philippe, bonsoir Axel Lafont, bonsoir Mélanie Douté, bonsoir Jacques Nerson, bonsoir. Michel Serrault, le parrain de l'émission et de cette soirée en particulier. Donc vous, d'habitude, là c'est lundi, c'est génial, d'habitude vous êtes donc sur scène, hein, au Palais Royal. Voilà, au Palais Royal, dans l'éventail de Lady Windermere, parce que si je lui dis Windermere, elle m'engueule, d'Oscar Wilde, et c'est jusqu'au 31 mai, c'est ça, hein? Ou plus, on ne sait pas. Ah, ou plus si affinité. Exactement. Et vous, Axel, c'est One Meuf Show, donc au Palais des Glaces depuis le 14 janvier. Oui, et prolongé jusqu'à fin juin. Donc, on n'a que des gens qui font des prolongations, c'est absolument incroyable. Alors, Nerson, je crois que vous êtes très fan de Mélanie Douté, vous. Non, c'est moi. Ah bon, non. Alors vous, c'est carré, lui. Ne vous disputez pas. Lui, moi, je m'en fous. Il se dit, non, mais vous voyez, Madame Michel. Serrault, elle dit, mais ils sont bien tous les deux, ils ont chacun leur charme, ils ont chacun leur talent, bon, ils n'ont pas les mêmes goûts, etc. Mais pourquoi ils se disputent tout le temps? Non, mais pourquoi on dispute? C'est parce que la mauvaise foi est sa vraie nature. Il est en train de dire qu'il a dit du bien de ce spectacle, et c'est pas vrai. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez été épouvantable sur ce spectacle. Attendez. Mais c'est Philippe. Mais c'est ce qu'on a compris. Non, Philippe, ce qu'il faut reconnaître, c'est que d'habitude, là, ce soir, vous dites que vous êtes le fan absolu de Mélanie Douté, alors que c'est plutôt Isabelle Carré, excusez-moi, d'habitude. Et là, parce qu'elle est là ce soir, franchement... C'est moi qui est fan de moi. Moi, je suis fan d'Axel Lafont. Je peux avoir 2 étoiles dans mon ciel, quoi. Mais vous avez été drôlement discret sur l'étoile, Mélanie. Je n'ai pas été fan de l'éventail de Lady Windermere, mais je suis fan de Mélanie Douté. Ah d'accord, voilà. À cause du Chabrol. Mais que ne l'avez-vous dit avant? Je l'avais dit. Non, vous ne l'avez pas dit à l'émission. J'adore ce débat. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est vraiment le moment de grâce de ce spectacle. Oui. Le moment, comme elle a le premier rôle, c'est un long moment. Non, mais il y a Caroline Cellier aussi qui est magnifique. Non, elle n'a pas le premier rôle. Elle n'a pas le premier rôle. Elle a le rôle titre, mais elle n'a pas le premier rôle. C'est Caroline Cellier qui a le premier rôle. C'est vrai. Enfin, à mon avis, Philippe a dormi pendant le temps de leur présentation. T'as vu comment ils sont méchants? Ils se vannent. Ah oui, ils se vannent entre eux. C'est terrible. Et puis des fois, quand ils font des débats, je te garantis que ça continue après l'émission. Ils s'engueulent dans les loges de démaquillage, c'est absolument extraordinaire. C'est à Oscar Wilde que je m'en étais pris parce que c'est très brillant, c'est éblouissant. C'est courageux, ça te semble. Non, mais c'est vrai. C'est bien parce qu'il va se défendre, Oscar Wilde. Non, mais vous vous rappelez, on avait parlé d'une cascade de formules extrêmement brillantes, mais on oublie les choses aussitôt qu'on les a entendues. Voilà, c'est vrai, c'est ce que vous aviez dit. C'est ce que j'ai dit, c'est très agréable. Oui. Et où est-ce que ça se passe?
Au Palais Royal. Ah, oui, avec Caroline Cellier, avec Mélanie Douté, Jocelyn Quivrin, voilà. Voilà. Yves Gasque. Et Yves Gasque, voilà. Très beau spectacle que je vous enjoins à aller. Que vous avez vu, Thierry? Bien entendu, ben moi je vais tous les soirs pour vous voir vous. Moi j'attends que je pleure devant la sortie des artistes en disant quand est-ce qu'elle sort. Donc les Ardissoniens iront. Les Ardissoniens, bien entendu, les Ardissoniens sont fans des Brunes. Alors dites-moi, attention Mélanie Douté, votre livre préféré, donc c'est Le Monde selon Garp. Non, c'est pas mon livre préféré, mais on m'a demandé de choisir un livre qui est sorti après 97. Alors j'ai dit Le Monde selon Garp parce qu'il est lié au conservatoire pour moi, parce que j'ai travaillé sur ce texte au conservatoire, mais c'est pas mon livre préféré. Mais je crois que mon livre préféré, c'est, enfin, de ceux que j'ai lus, oui, c'est plus la biographie de Marie-Antoinette de Stefan Zweig, qui m'a beaucoup ému, qui est un livre magnifique. Et les biographies de Zweig sont sublimes. Bien, c'est une très bonne réponse. Pas mal. Le film, c'est Comment tuer le chien de son voisin. C'est le dernier film que j'ai vu, c'est un bijou. Ah bon? Avec Kenneth Branagh. Michael Kalesniko. Alors c'est quoi l'histoire, le pitch? Oh là, je pourrais pas vous le faire. Comme ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un couple. Ouais. C'est intéressant, c'est original. C'est déjà intéressant. Bon, et vous l'avez vu quand ce film? Il y a une semaine. Il y a une semaine, bien. Et évidemment au théâtre, L'éventail de Lady Windermere, évidemment. Windermere, tiens. Non mais le spectacle d'Axel Lafont, One Love Show. Oui. On a décidé de faire notre pub. Ah, vous faites votre l'auto-célébration. Voilà, exactement. Ça se pratique beaucoup, effectivement de mieux. Alors vous, votre livre évidemment, L'immortalité de Milan Kundera, ça fait toujours bien, ça, c'est vrai. Moi, je suis au milieu là et je lis un peu tout ce qui se rapporte à la mort parce que je suis un peu une grande angoissée de la mort, puisque j'en parle dans mon spectacle, comme vous le savez, bien sûr, Thierry. Bien entendu. Et donc, j'essaye de lire des choses qui me rassurent sur le fait que c'est bien d'être mortel. Voilà. Donc L'immortalité Kundera, le film The Hours. Je viens de le voir, c'est un film sublime. C'est un film de femmes magnifiques, elles sont toutes incroyables dedans. Donc, Nicole Kidman avec son faux nez. Ouais. Mais qui est incroyable. Incroyable. Toutes dedans sont incroyables, donc même les petits rôles. Au théâtre, évidemment, One Meuf Show. Non, moi j'ai dit au théâtre, je peux parler de moi quand même. Ah bon, d'accord, c'est pas. Je sais que je suis mégalo, mais pas à ce point-là. Vous faites de l'auto-célébration dans L'éventail de Lady. Non, je parlais de sa pièce. D'accord. Et Nora Jones comme album, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Et l'événement que vous préférez, c'est la 1000e de RDRG. C'est génial, on vient de danser, c'est la fête, on est un peu saoul. Et moi, je voulais dire que j'avais fait mon premier truc que j'ai fait, c'est de la figuration dans un film avec Michel Serrault. C'était La Cage aux Folles 2. Et La Cage aux Folles, Michel, vous vous souvenez pas de ça? Mais si, vous mangez une biscotte. J'étais en Italie parce que c'est mon beau-père qui a réalisé ce film. Voilà, Molinaro qui est le mari de ma mère. Mettez votre micro devant votre bouche. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Ah oui, c'est pardon. Non, permettez quand même. Je peux bien vous prêter mon micro. J'ai mon micro personnel. Vous ne vous souvenez pas d'Axel Lafont? Si, naturellement. Ça, j'étais inquiet là quand même. Quel bon comédien. Vous êtes resté longtemps là-bas? Non, j'ai sucé des glaces devant pour la caméra et vous passiez devant moi, vous étiez magnifique. Ah, c'est pas suffisant. Mais ça l'a lancé, hein. Depuis, elle a un succès fou. Oui. Elle prolonge. Vous jouez au théâtre parce que j'entends. Je fais un spectacle, un one-woman show. Qu'est-ce qu'il y a, Nersan? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que je ne vais Où est-ce que ça se passe? Au Palais des Glaces, du mardi au samedi. Voilà. J'espère que vous viendrez me voir. Avec Madame Serrault? Non. Bon, merci. Merci Axel, à bientôt. Vous restez dans les parages, vous non, quand même? Ah bah moi je suis de la maison. Ah bah tout le monde reste. Bon, d'accord, Stéphane, restez avec nous là. D'accord, Stéphane. Bon alors, suite de cette spéciale 1000e avec le best-of des premières chroniques. Ah bah oui, je comprends pourquoi il reste. Des premières chroniques de Philippe Tesson, Madame Quin, Frédéric Becbédé, Patrice Carmouze-Ripley. Patrice Carmouze, bonsoir. Bonsoir. Donc tous les soirs, vous viendrez nous faire un petit billet sur l'ère du temps culturel. Et ce soir, on vous a demandé de réfléchir sur l'attaque en règle dont sont victimes les intellectuels français. Oui, et j'ai bien réfléchi. Vous avez bien réfléchi, je suis sûr. Ah oui, j'ai bien. Ça se voit, non? Ah oui, ça se voit. Vous avez tous les cheveux blancs. Oui, absolument. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'on pourrait rapprocher cette affaire, en effet, de l'attaque dont sont victimes les intellectuels français, dont on dit que, quand ils parlent de science, ils disent un peu n'importe quoi. Bah alors, Frédéric, les intellectuels, sont-ils des imposteurs? Vous voyez ce que je fais là, je pense, et je crois que c'est ça que fait un intellectuel. Un intellectuel, ça pense pour vous. L'intellectuel, d'ailleurs, avant de faire ça, pense qu'il pense. D'ailleurs, il le dit souvent, il dit « je pense, donc je suis ». Et c'est vrai, un intellectuel qui ne
penserait pas, ne serait pas grand-chose. Avant de parler du film, on va dire un mot au sujet de Kim Basinger. Bah oui, pourquoi 5 ans de galère? 5 ans de galère parce que vous savez, elle avait refusé le film psychosadique que Jennifer Lynch voulait lui faire, Boxing Helena. Elle a dû payer un dédié assez conséquent. Ensuite, elle a eu une mégalomanie foncière bizarroïde. Elle a acheté un village en Géorgie, ça s'est cassé la gueule, redette. Puis elle a enchaîné flop sur flop. Vous vous souvenez de Prêt-à-porter? Il y a eu 2-3 films dont on ne se souvient pas. Faut-il aimer les côtelettes? Pour en débattre avec nous, Philippe Tesson, à ma droite. C'est terrible, quoi, dans le Figaro magazine, dont vous êtes chroniqueur dramatique, vous assassinez cette pièce. Nul. Voilà, donc c'était les débuts de nos amis chroniqueurs. Elisabeth, vous étiez formidable dans ce... Vraiment, prenez le micro de Serrault. Vous vous êtes vu, là, avec vos cheveux longs. Puis à l'époque, excusez-moi, vous n'aviez pas tous ces bijoux et ces robes hors de prix. Et j'avais des loches. Vous aviez plus de 5 maintenant. Oui, c'est vrai. Tu confirmes? Tiens, parlons des seins d'Axel Lafont. C'est au fil des années que j'ai couvert Elisabeth de Bijoux. Ah, ouais. Mais maintenant, elle fait beaucoup plus riche. Hein, maintenant, c'est vraiment la chroniqueuse riche. C'est ça, oui. Ouais. Bon, ça n'est pas charitable tout de même de devoir montrer avec mes bajoux. Hein. Ouais. Oui. Et là, on a vu donc les débuts de Carmouche, les débuts de Bec BD, les débuts de tout le monde. Non, tu veux me payer pour que je dise un truc aimable? Mais je ne suis pas celle que vous croyez. Il me paye pour que je dise un truc aimable. Mesdames, messieurs, c'est de la corruption caractérisée. Dites un truc aimable. Elisabeth, dites du bien de son prochain film. À moins de 500, je parle pas. Bon, alors, tu remballes tes 50. Bien, on continue. Alors, attention. Vous restez avec nous? Je sais pas si vous voulez. Non, il me dit non, merde. Putain, pour une fois qu'il y avait des gonzesses. Vraiment, Stéphane, t'es chiant. Vraiment, je te jure. Mélianie, vous partez tout de suite? Peut-être pas tout de suite, mais je vais laisser la place. D'accord. Et vous, Axel, vous restez un petit peu aussi? J'adore quand vous voyez. Non, je vais rester juste derrière. Tu restes un peu? Ouais. Ok. Suite de cette spéciale millième avec le meilleur des pires coups de gueule poussés par le gang de la culture. Replay. C'est idiot, c'est couillon, non? C'est chiant. C'est branché. C'est inepte. C'est taillé dans une langue de bois dont on pourrait faire des queues de billard. Là, on reste effectivement au niveau du caca pipi. C'est totalement inepte. C'est raciste, c'est fasciste. C'est plutôt lassant. Je savais bien que j'avais raison de pas y aller. Ça bastonne aujourd'hui. Le film de Sophie Marceau, je ne m'étendrai pas dessus, par charité. Je crains que ce soit absolument de la bouillie pour les chats. On va nous dire, vous êtes des vrais teignes, vous vous attachez aux détails, vous êtes des vrais petits merdeux. Le film est tellement vide et inepte et ridicule et grandiloquent et pompeux qu'on ne voit plus que le détail, obscène, scandaleux. C'est complètement con. Ça se passe à Hollywood, c'est le tournage d'un tournage d'un tournage et c'est le comble de l'arrogance du cinéaste de la côte ouest qui, parce qu'il fait quelques succès, se permet de nous polluer avec ça. Donc c'est nul, voilà. C'est bien, c'est bien énervé là. Ce spectacle est tellement insignifiant que finalement, je ne sais pas s'il ne mérite pas que nous passions à autre chose. Je ne sais pas quel est l'âge exact d'Isabelle Adjani, ça m'est égal, mais elle n'a de toute évidence pas l'âge du personnage non plus. Et pas ma Phèdre, c'est tout. Et comme je vous vois en plus disposer d'un vocabulaire limité et nous sortir toujours les mêmes gags, toujours les mêmes images, toujours, etc., au bout d'un moment, j'avoue, je dis, il y en a assez. On a été trop gentil. Je n'ai pas besoin de voir le gros visage d'Isabelle Huppert, merveilleuse d'ailleurs, le gros visage de... C'est pas le gros visage, c'est Berlin en gros plan, excusez-moi. C'est pas la même chose. Vous passez, elle n'existe pas, Irène Jacob. On croirait Fanny Ardant jeune, on croirait un morceau de bois. J'ai envie d'être épaté, de m'amuser, de trouver quelque chose qui ressemble à cette jeune femme qui est douce, qui est pétillante, qui est espiègle, qui est sympa et tout ça. Et puis je trouve mais vraiment quelque chose qui est très 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 surprenant, âpre, un peu déjà vu souvent, un peu banal, voire bêta, quoi. Merci pour elle, merci pour la littérature. Christine Angot est sa propre passion. C'est le Georges Marchais de la littérature. Elle a le côté, la littérature c'est moi, tous les autres c'est nul et taisez-vous. Ouais. Et c'est affligeant. Merci pour elle, merci pour la littérature. Je ne sais pas si Olivier Besancenot l'a écrit lui-même. À mon avis, le facteur devrait toujours signer 2 fois, c'est-à-dire de son nom et de celui de son nègre. Ouais. C'est très, très, très mauvais. Merci pour lui. Tu l'entends, ton Jamiroquai, là? Alors, tu l'entends, ton main? Le nouvel album de Johnny, à la vie, à la mort. Ça serait plutôt à la mort pour moi. Je cite, si j'avais le sida, boirais-tu dans mon verre? Ferais-tu l'amour avec moi à l'endroit, à l'envers? Ouais. La réponse est non, Francis. Merci pour lui. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc c'était les coups de griffe de RDRG avec nous sur ce plateau. Donc, Arnaud Vivian, bonsoir. Bonsoir. Arnaud, vous êtes dans l'émission depuis combien de temps? Ça fait quand même... 4-5 ans. 4-5 ans déjà.
Jean-Pierre Mocky, bonsoir. Michel Serrault, parrain. Joshua. Ouais, bah oui, vous êtes là depuis 6 ans. Tu n'es pas venu, toi, déjà? Oh, si, il est venu, si, il vient souvent. Bah, toujours. Pour mon bouquin. Bien sûr, bien sûr. Mais mets bien ton micro devant ta bouche quand tu parles. Ah, oui, mais je préfère. Il a dit des méchancetés quand même dedans. Terrible. Et Réjas, donc alors le livre, voilà vraiment une découverte de Rive droite, Rive gauche cette année. Il venait un petit peu avant, mais cette année, je crois que vous êtes vraiment imposés, François Simon et vous. Je crois que vous êtes les deux vraiment trouvailles de l'année. Enfin, en tous les cas, à mon sens. Et vous êtes bien méchant, bien énervé, bien aigri, bien dégueulasse, bien aigri, bien pourri. Il frappe aussi. Ah, il frappe, il est. C'est une teigne, ce mec, c'est une teigne. C'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Hein, mais il a bon cœur au fond. Hein. Oui, je suis un romantique. Mais c'est vraiment une salope, quoi, je veux dire. Ouais, absolument. Bien. Alors, Mocky. Donc, vous faites un film qui s'appelle Tueur s'engage, hein, avec Serrault, Villeray, Robin Ragnucci, Dick Rivers, Carl Zero. Et m'a bien aimé. Et bien voilà. entendu. Voilà. Et sortie prévue en septembre. Voilà. Vous en êtes où, là, du film? Hein, j'en suis au mixage. Ah bah c'est bien. Bah, la musique, Cosma avec sa musique. Ah ouais. Bah, c'est quoi le pitch, en gros, quoi, l'histoire comme ça C'est l'histoire d'un serrurier assassin qui est conseillé par un méchant qui est Monsieur Serrault. Et il y a Lonsdal aussi dedans. Ah oui. Il y a beaucoup de monde. Il y a toujours du monde dans vos films, de toute façon. Ouais. Alors, on vous a demandé quels étaient donc votre livre, votre film, etc. préféré. Alors, le livre, ça, je comprends très bien. Je suis d'accord avec vous. C'est Amour noir de Dominique Noguez. Ouais, c'est un livre étonnant. Hein. C'est un copain en plus. Donc je préfère dire du bien d'un copain. Alors, je dois dire, effectivement, Noguez vient de faire un livre sur Houellebecq, consacré à Michel Houellebecq, qui s'appelle Houellebecq en fait. Et qui est un premier livre écrit sur Houellebecq en tant qu'écrivain. Donc, le film Le pianiste de Roman Polanski, vous ne prenez pas trop de risques. Non, mais c'est parce que c'est aussi un ami. Alors, c'est ça, tout le monde ne cite que ses amis. C'est très intéressant. Le meilleur acteur, c'est Serrault. C'est instructif pour nos amis téléspectateurs, c'est-à-dire qu'ils voient bien ce soir qu'en fait, tout le monde ne dit du bien que de ses copains. Bien sûr. Donc, au théâtre Le Limier d'Anthony Sheffer. Oui, mais pas à cause de l'interprétation, à cause de la pièce. Pourquoi ? L'interprétation. Ah bon, vous l'avez pas. Moi, je l'ai vu avec Laurence Olivier et Michael Caine, quand même. On l'a tous vu, le film de Mankiewicz, bien sûr, mais c'était pas mal, moi, au théâtre. J'ai trouvé ça plutôt bien, oui. Alors, chanson, alors là, attention, votre chanson préférée, c'est Sorry Seems to be the Hardest Word de Elton John en duo avec Blue. Ah oui. Ouais. Et ça vous plaît, ça? Ouais, ça me scie parce que. Si on m'avait dit un jour que Mocky aimerait Elton John. Ouais. Non, je l'aime bien. Ouais. C'est un copain aussi. Ouais. C'est tous des copains. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux là? Ça fait très longtemps. Très très longtemps. En 66, appelez-moi Mathilde. Je l'ai croisé dans un couloir. Ouais. Il m'a dit j'aimerais bien travailler avec vous. Ah ouais. Et puis on est restés fidèles. Après on s'est un peu éloignés. Puis on s'est remis ensemble quoi. Vous avez fait combien de films ensemble? Un paquet, non? Une dizaine à peu près. Une dizaine, oui, c'est ça. Ouais. Le Miraculé. Ah, Le Miraculé, c'est génial. Mais 10 films et 10 chefs-d'œuvre. Ouais. Non, mais c'est vrai que Le Miraculé, par exemple, c'est un film extraordinaire. Ah, oui. Non, mais vous savez, il n'y a plus d'acteurs. Alors, il y en a un là, et il y en a quelques autres. Et ils sont vraiment rares. Hein. Pourquoi vous aimez bosser avec lui? Lui? Ouais. Ben parce qu'il est très exigeant, il a beaucoup d'argent. Il est bourré de thunes, Mocky, c'est incroyable. Ouais. Et on m'a dit que j'avais 100 pizzerias, mais j'en ai même pas une. Petite. Ouais. Non, mais j'aime travailler avec lui parce que. Et alors, il y a des confusions extraordinaires. On dit que j'aime pas les autres. Quelqu'un me disait quand on vous parle de cinéma, vous parlez jamais de Sautin, vous parlez toujours de Mocky. Et vous en êtes où avec votre cinéma alors? Il est mourant, il meurt doucement. Et on joue plus que 3 jours. Et pourquoi vous en refaites pas un cinéma porno? Non, ça marcherait pas? Porno, non. Porno, faut pas du porno. Non, pourquoi? Avec vous peut-être. Vous n'en avez jamais fait. Pas dans les salles. Oui, non, le porno. Mais puis ça fait bander personne maintenant. Je crois. Ah ouais, c'est fini ça. Ça vous fait bander, vous? Vivian, vous avez des questions à poser à Mocky, qui est quand même un des derniers. Un des derniers des Mohicans, quand même. Parce que moi, j'ai lu qu'il avait 127 enfants illégitimes, ou je sais plus combien. Ça, c'est une histoire. De mes enfants, non, mais est-ce que c'est vrai, ça? Non, ouais. Sérieux, est-ce que c'est vrai? Enfants, non, mais illégitimes, combien? J'en sais rien, mon vieux. Vous en avez combien, vous? Je sais pas. Pas 127. Hein. Arnaud, à mon avis, tu as touché juste parce que ça l'emmerde que tu lui parles de ça. Ça m'emmerde un peu. Mais combien? À mon avis. J'en attends un, en tout cas. Bon. Voilà. Ah ben c'est bien, ça s'arrose. Ouais, ça Vous êtes papa? J'ai arrosé, oui, mais je vais l'arroser tout à l'heure avec vous, là, oui. Ah mais c'est bien, dis donc, félicitations. Merci, mais vous en avez plusieurs. Moi j'en ai déjà fait 3, oui, bien sûr. Un type qui fait plus d'enfants que de films est forcément un bon gars.
Vous avez préparé un petit truc sur la télé, là, non? Écoutez, voilà, je voulais parler de la télé, des conneries qu'on passe à la télé. Bon, parce que tous les feuilletons, toute cette merde, bon, on le sait, ça. Il y a quelques films qui sont bien, dont celui que fait mon ami... Dominici, bon, mais il y a beaucoup de conneries quand même. Alors, on peut pas les regarder, c'est triste. Alors, je voulais dire ça, c'est que les comités de lecture, depuis que le général Massu est sorti, vous savez que c'était lui qui choisissait les scénarios dans le temps. Hein? Et alors, depuis qu'il est plus là, il y a d'autres cons qui sont là et qui choisissent des conneries. Par conséquent, moi, je fais pas de télé. Bon. Deuxièmement, je voulais parler de ça, puis finalement, j'ai pensé que la guerre de l'Irak, c'était très grave, et que tous les mecs qui parlent, tous les speakers qui parlent de ça, je voudrais leur casser la gueule, parce que l'autre jour, j'ai vu une fille qui annonçait des victimes, et qui a rigolé après. Ah, et alors les autres, ils se complaisent là-dedans, comme s'ils parlaient de, je ne sais pas, de Qatar Academy, des Oscars. Ils disent là, on en a tué 3, les Américains avancent, etc. Et en réalité, nous, on est contre la guerre. Par conséquent, pourquoi on délaye ça en se gargarisant? On fait venir des mecs qui parlent, des généraux qui disent il fallait faire ça, les Américains, vous devriez faire ça. C'est dégueulasse. Alors, c'est mon coup de gueule. On tue des gens là-bas et tous ces cons se gargarisent et prennent du pognon là-dessus. Alors là, j'accepte pas. Non mais c'est vrai qu'il y a une complaisance, vous avez raison, il y a une espèce de complaisance comme ça, à ressasser ça toute la journée. Fort de café. Jérôme? J'écoute, j'apprends. Ouais, t'apprends. Mais c'est bien, mais d'où ça te vient ce côté énervé que t'as comme ça, là, que j'adore? Je sais pas, depuis très petit, je suis très énervé par les gens qui privilégient uniquement la jouissance et l'entertainment, comme on dit. J'aime bien les choses un peu plus profondes, ce qui fait de moi quelqu'un de malheureux, de pas adapté. Voilà, mais c'est très bien, j'assume tout à fait. Il a cassé Céline Dion, mais c'était... Bon, ça, c'est pas difficile. Non, c'est pas dur, mais la façon dont tu l'as fait, c'est... Même moi, j'étais assez mal à l'aise. Donc maintenant, on va tenter quelque chose de très, très, très difficile. C'est un duplex avec Jérôme Béglé, qui est quelque part sur ce plateau. Allô, Jérôme, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, Thierry, de très loin, mais je vous entends. Vous savez que l'un des rendez-vous phares de RDRG, c'est le débat hebdomadaire entre Philippe Tesson et Jacques Nerson. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils se détestent vraiment? Alors, on a réussi à les rassembler ici, mais comme vous avez vu, côte à côte, c'était pas possible. Sinon, on risquait les pires dangers. Ils sont dos à dos, là. Dos à dos. Et la réponse à cette question, est-ce qu'ils s'aiment vraiment? On commence par Philippe Tesson. Moi, j'ai beaucoup aimé Jacques Nerson. J'aimais beaucoup Jacques Nerson lorsqu'il était jeune, à ses débuts, notamment lorsqu'il a débuté ici. J'ai trouvé une sorte de modestie, une douceur, quelque chose d'assez humain. J'ai découvert que l'âge ne l'a pas arrangé, pour te dire. Je crois que c'est le problème. Ce garçon vit très mal son évolution dans le temps, son évolution dans la vie. J'ai découvert que sa douceur était une fausse douceur, sa bienveillance une fausse bienveillance, sa bonhomie une fausse bonhomie. Et je dois dire que nos affrontements sont maintenant marqués sous le signe de la sincérité la plus grande. Tesson 1, Nerson 0, mais le match retour maintenant. Ben, vous savez, moi j'ai eu Philippe comme patron donc, au Quotidien de Paris. Donc évidemment, comme tous les gens qui sont passés par le Quotidien de Paris, j'ai certains souvenirs un peu mitigés de Philippe. Et j'étais très content de le retrouver en position d'égalité et de me venger un peu de toutes les avanies que j'avais subies. Retournez-vous, Philippe. Votre pire cauchemar est derrière vous. Embrassez-vous. Qui s'embrasse. Moi, je pense que vraiment, il serait important qu'ils s'embrassent. Embrassez-vous. Poignée de main virile. Embrassez-vous sur la bouche. Je veux voir ça. Allez-y, allez. Embrassez-vous sur la bouche. Sur la bouche, Tesson. Philippe. Philippe, faut pas beaucoup le prier, mais Nerson, c'est un peu plus rare. Jacques, embrassez Philippe sur la bouche, s'il vous plaît. C'est vrai que tout ça est une sinistre comédie. Parce que c'est vrai qu'on s'adore dans la vie privée, on s'adore dans la vie... Ils vivent ensemble, en fait. Dans la vie professionnelle, on passe même nos vacances ensemble. Le lundi soir, ils rentrent ensemble chez eux. Oh non, que c'est beau. Moi, j'avais dit sur la bouche. Ouais. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est très bien. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais. Après les pubs, place à la suite de cette spéciale millième, toujours en compagnie de Michel Serrault et de Jean-Pierre Mocky, plus Zazie et Yegor Gran, qui a donc gagné le prix RDRG. Il a fait un livre formidable. Vous connaissez Yegor Gran? Oui. Il a fait un livre extraordinaire. C'est l'histoire de 2 ONG qui s'affrontent. Vous connaissez pas cette histoire? Je vais vous raconter pendant la pub. À plus. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Suite de cette spéciale millième avec le best-of des meilleures expressions culinaires
de François Simon. Alors, François Simon, il est mosaïqué, bien entendu, sinon il ne pourrait plus aller dans les restos avec sa petite caméra. Donc, Jean-Pierre, vous savez le travail qu'il fait, c'est extraordinaire. Il va dans les restos avec sa petite caméra comme ça, puis il filme les trucs en très très gros plan, puis il soulève avec sa fourchette. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Avec Réjas, c'est une des vraies révélations de la saison pour nous. Bousteau, Fabrice Bousteau, bonsoir. Lui, Bousteau, on le connaît, il venait dans l'émission il y a l'année dernière et même l'année d'avant. Mais François Simon, c'est très étonnant ce qu'il fait. Alors, vous êtes dans quel restaurant, vous, Michel, en général? Je mange plus beaucoup et ma femme me fait à manger des bouillies. Il peut aller chez... Vous faites à domicile des consultations? Bien sûr. Il peut aller avec sa caméra chez Madame Serrault. Oui. Et puis la purée, par exemple. Eh bien, écoutez, si c'est possible, j'aimerais bien. Alors attention, j'arrive à l'improviste. Il arrive à l'improviste. Il est mosaïqué, de toute façon, votre femme ne le reconnaîtra pas. C'est régulièrement dégueulasse. Non, mais vous pourrez lui dire, parce que Madame Serrault, que j'aime beaucoup, parce que il y a un moment que je vis avec elle, elle a beaucoup de qualités, mais pour la cuisine, c'est nul. Voilà. Oui. Alors, je vous donnerai mon adresse. Non, mais ça serait important. Effectivement, moi, j'aimerais bien aussi que tu viennes à la maison comme ça pour un peu fliquer ma femme. Vous le connaissez, lui? Oui. Et dans quel resto vous allez, vous, Jean-Pierre, en général? Mais moi, je vais chez moi, déjà, parce que ça coûte rien. Hein. Ça coûte pas, non. Ouais. Et puis je connais des endroits bien où on achète des choses pas chères et bonnes. Ouais. Alors je travaille chez moi comme cuisinier quelquefois, et puis je vais dans des restaurants Shintok, mais il y en a tellement qu'il faut les choisir. Autrement, on a la chiasse et on n'est pas bien. Bien, on regarde le travail de François Simon. Bon appétit. On voit des légumes, la plupart du temps, ils sont ridiculisés, en purée, en haché, ou ils sont écrasés, on ne les reconnaît même plus. Là, vraiment, c'est du poireau qui a toute sa dignité. C'est important. On va voir ce que ça donne, mais je l'ai senti depuis le début. Ça y est, c'est mou. C'est un pain sans âme, quoi, qui est mort, hein, il ne respire plus. Même la croûte que vous voyez ici est molle, elle ne réagit pas. Bon, l'intérieur, sincèrement, il a une sale tête, hein, ce fromage. Une très sale tête. Bon, jambon industriel, ça, avec ses reflets bleutés, un peu mazouté, enfin, une tête de pétrole. Vous savez, ce qu'il y a de bien dans un gratin, c'est quand ça gratine, comme là, et à côté, puis surtout quand il n'est pas affaissé, il respire encore. C'est-à-dire qu'il a été frais récemment, et au fil des heures, il ne s'est pas tassé comme ça, vous voyez. Il est encore debout, il arrive à épeler un peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que chaque phrase est distincte, c'est pas un méli-mélo. Alors là, c'est gratiné dans les endroits à la mode, il y a toujours des gens qui ont des expressions vocales existentielles problématiques, donc ça y va, ça s'exprime à défaut de signifier, et immédiatement ça monte. Regardez que ça donne. Alors j'ai hâte d'entendre ce rire de cheval là. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Ce qu'il y a de bien dans la tarte aux pommes, c'est le côté croustillant, c'est-à-dire que lorsqu'on met la fourchette dessus, ça va être une merveilleuse musique cristalline. Voilà, donc c'est... ok, c'est vu. Bon, c'est pas une raison pour chicaner, mais c'est vrai qu'elle a un sale état. Vous avez vu, elle est alvéolée, il y a des trous d'air. On voit même qu'il y a des grains, tout ça. C'est une vieille glace. Bon, ça a son charme, mais bon... Dans les glaces, on aime bien les jeunes. Surtout quand elles sont fraîches et pas froides. Une banane split, ça doit être monstrueux, ça doit être écœurant, ça doit être chimique. Ça va, la fraise a vraiment goût de chewing-gum, elle est vraiment dégueulasse comme on aime. Alors combien ça nous fait au final tout ça? Écoutez, on arrive avec une édition qui est pigrement bien gaulée, hein. Vous voyez, 177 €. Et il faut surtout pas oublier la chambre. Là, on arrive à 808 €. Écoutez, vous plaignez pas, parce que ça vous fait quasiment à l'œil un piercing gratuit de la langue, une perforation de l'estomac et les tympans qui explosent. Donc, ça va, l'un dans l'autre. Voilà, c'était donc le travail de François Simon. Alors, pendant le magnéto, Michel Serrault lui demandait s'il cherchait le restaurant le meilleur ou le plus dégueulasse. Et c'est vrai qu'on a l'impression, des fois, c'est tellement nul ce que vous trouvez dans ces restaurants, qu'on se demande si vous le faites pas exprès. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est assez désarmant dans la gastronomie, c'est qu'on a l'impression que partout c'est formidable, que partout c'est le bonheur, que partout il y a des génies. Or, on s'aperçoit que la vie infiltre tout. C'est comme dans le cinéma, il y a régulièrement, et pour notre plus grande joie, des navets, et on reste dans le même domaine. Et c'est ça la vie, c'est totalement
imprévisible, c'est contradictoire et c'est ça qui fait qu'on va toujours voir un autre film, toujours voir un autre restaurant parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est bien. Moi j'ai été Thierry, la semaine dernière il a parlé de la table de Lucullus. C'est un restaurant hallucinant, c'est un jeune mec sans formation au départ, hyper cultivé, qui fait une cuisine méga expérimentale. C'est de l'art contemporain. Moi, je veux que de l'art contemporain. Ça y est, l'autre, il s'occupe de l'art contemporain. Donc, il nous a trouvé une cuisine, évidemment. C'est de l'art contemporain et c'est une vraie jouissance. Et c'est vrai que d'ailleurs que ce type, c'est important parce que ce que fait aussi François Simon, c'est qu'il parle aussi des découvreurs. Qu'est-ce que fait ce type à la table de Lucullus? Il est contre les grands d'aujourd'hui, c'est-à-dire Gagnère, en faisant une cuisine beaucoup plus expérimentale. Et on peut bouffer en gros à 300 balles. Et on bouffe que des poissons sauvages, on bouffe des anguilles gluantes. Et c'est, moi je trouve, une vraie expérience. Alors ça peut sembler comme ça complètement dégueulasse. Et alors, il y a une espèce de grande jouissance, une éjaculation d'essence qui apparaît comme ça soudainement. Voilà. Et ça, c'est merci François. Notre critique d'art, donc il y a des dames qui éjaculent quand elles mangent du homard. Oui, non, mais lui, de toute façon, il a l'habitude parce qu'il faut voir ce qu'il nous montre comme expression de l'art moderne. Donc tout ça est bien. En tous les cas, bravo. Vraiment, c'est très très bien ce que vous faites, François. Mais est-ce qu'on a un carnet d'adresses pour aller au plus dégueulasse ou au meilleur? Ça, comme vous voulez. Alors le resto le plus dégueulasse, tiens, voilà. Le resto vraiment où il faut envoyer son... Non mais dites-moi un resto où je peux envoyer mon pire ennemi. Ça y est, je l'ai sur les Champs-Élysées, Délice Café. Ah, le restaurant d'Adriana Carambeu. Ah oui, ça, vous êtes sûr de gagner à tous les coups. Hein. Voilà, on persiste et on signe, même ce soir, dans 1 heure, c'est encore même niveau. Vous voyez qui est Adriana Carambeu? C'est là où je mange. C'est le cas des jambes elle a des jambes qui lui arrivent ici à peu près, oui. Merci Fabrice Bousteau, merci François Simon, merci Jean-Pierre Mocky. Serrault, vous restez avec moi. Eh oui. Suite de cette spéciale millième avec le best-of de nos plus belles palmes, Ripley. Coup de cœur. Énorme, vraiment énorme. C'est mon énorme coup de cœur. Il faut absolument les voir. C'est vraiment l'exploit de ne pas rater. C'est bouleversant. Acheter Gomez et Dubois. C'est super bien. C'est peut-être mon coup de cœur du jour, si vous voulez. Attention, mesdames, messieurs. L'humanité, moi je me souviens, je l'ai vu à Cannes, j'étais atterrée, je l'ai revu, je vous l'ai dit, je suis allée le revoir et j'ai battu ma coulpe. C'est un film immense. Alors il y a des plans à mourir sur ses fesses. Il est beau comme un papier peint moisi qui partirait en lambeaux sur le vieux mur de votre petite chambre d'enfant abandonnée. C'est d'une tristesse absolue. C'est magnifique. Magnifique. Dans La vengeance des petites queues, c'est un moment délectable. Chacun ses marottes. Il faut aller voir Mathieu Barnet parce que vous détestiez ou vous aimiez, c'est quelque chose auquel on ne peut pas passer, c'est un choc. C'est tout à fait. C'est le 21e siècle. Chacun ses marottes. Alors faites attention à ce que vous allez dire, parce que la dernière fois, Nerson avait émis quelques doutes sur le précédent spectacle de Fabrice Lucchini. Ça nous avait valu les foudres de Fabrice. Donc j'espère que vous avez aimé. Il n'y aura pas de foudre. Ah non. Ça me rassure. J'ai trouvé ça formidable. Bon. J'ai trouvé Lucchini formidable. Alors, il y a Isabelle Carré. On a vu Isabelle Carré. Alors, inutile de vous dire que là, Philippe Tesson a eu un moment d'absence mystique. Absolument. Moi, je succombe. Elle est vraiment... Elle s'inscrit dans un registre d'actrice incomparable. Je ne vois pas l'équivalent en France, c'est-à-dire la fraîcheur, la lumière, la transparence. Il est parti. Non, mais c'est vrai. Chacun ses marottes. Alors, je le dis, les yeux dans les yeux. Chers amis téléspectateurs, achetez Gomez et Dubois. Voilà, c'est vraiment énorme. L'adjectif étincelant semble avoir été inventé pour décrire ce beau livre, le plus beau livre écrit en français depuis ma naissance. La vraie poésie d'aujourd'hui, c'est Gomez et Dubois, c'est ces mecs-là, quoi. Je veux dire, c'est pas... Gomez et Dubois, ça faisait moins 15 jours que vous n'avez pas parlé. Mais c'est pas fini. Franchement... Je voulais en dire du mal. Je l'ai reçu, je me suis dit, maintiens qui fait du songwriting. C'est pas mal, hein? Ça va être ignoble. Ah bah c'est super bien. Chacun ses marottes. Alors Jérôme, voilà votre fameux petit protégé, je dois dire. Alors vous avez Gomez et Dubois. Gomez et Dubois. Avec lesquels vous nous cassez les pieds depuis plus d'un mois. Achetez Gomez et Dubois. C'est quand qu'on dit du mal, qu'on dit du mal, qu'on dit du mal. Voilà, c'était donc nos coups de cœur, comme on dit bêtement en général à la télévision. Nous, on a dit nos plus belles palmes, mais c'est pas mieux. Hein. C'est pas... On n'a pas de mots pour ça. Hein. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand il y a un truc que t'aimes beaucoup un coup de cœur, c'est un peu ridicule, non? Ah ouais, mais ça, en même temps, ça mérite d'être clair, quoi. Bonsoir Zazie, bonsoir Alex, Michel Serrault. Bonsoir Michel Serrault. Bonsoir Michel, comme ça. Oui. Alors, Yegor Gran, voilà, et Vladimir Dunn, qui est donc le rédacteur en chef de cette émission. Alors, on va commencer par vous. Vous avez été quand même notre premier prix rive droite, rive gauche. Est-ce que tu connais le bouquin ONG, Zazie, de Yegor Gran? Pas du tout. Alors voilà, vous voulez que je fasse le pitch?
Très bien, très bien. Non, mais c'est pas ça. C'est en gros, ça s'appelle ONG, et donc c'est l'histoire de deux organisations humanitaires, disons, qui partagent le même immeuble. Il y en a une qui défend l'écologie, l'autre qui défend... les enfants du tiers-monde. Les enfants du tiers-monde. Et ils se tirent des bourres dans cet immeuble pour une place de parking. Voilà. Et c'est terrible, parce que c'est tellement vrai, malheureusement, c'est extraordinaire. Donc nous, on a complètement flashé sur le bouquin, et on lui a donné le prix, enfin on lui a pas donné, les gens ont voté, pour le prix Rive Droite, Rive Gauche. Et on avait lundi dernier John Malkovich, qui était notre invité, et qui était jury du prix Ciné-Roman, qui était un prix pour l'adaptation dans le cadre du Festival de Paris. Vous ne l'avez pas eu. Et non. Et pourtant, Malkovich était très chaud, il était président du prix Ciné-Roman, il était très chaud pour vous le donner, mais voilà. Mais oui, c'est un prix où je suppose les gens ne votent pas, comme chez vous. Donc, ouais, bon. Et alors, le père de Yegor Gran, c'est Siniavski, qui était un des premiers refusniks, hein, c'est comme ça qu'on dit, non? Oh, c'est plutôt un dissident, un écrivain dissident. Un vrai dissident, c'est-à-dire un type qui s'est dressé contre le régime communiste à l'époque où ça existait encore. Moi, je l'ai connu, votre père. Et il est venu, il a fait d'abord 6 ans de camp, je crois, en Sibérie. Et ensuite, il est venu à Paris. Et voilà, et Yegor, nous, on ne savait pas. On a aimé son bouquin sans savoir qu'il était le fils de Daniel Siniavski, qui s'est quand même... qui était un héros contre, à l'époque, c'était avant Brejnev, non? C'était Andropov, non? Non, c'était Brejnev. C'était Brejnev qui a vraiment resserré la vis après Khrouchtchev. Vladimir, vous êtes d'origine russe, vous? Oui. Donc vous comprenez tout ça. Je comprends. Et puis je comprends aussi que, parce qu'il faut dire une chose, c'est que Yegor a choisi de ne pas s'appeler Siniavski parce qu'il en avait peut-être un peu marre qu'on lui colle la russitude à la peau. Oui. Alors moi je comprends ça assez bien parce que je suis d'origine russe et j'ai pas un nom qui est véritablement russe. Et c'est vrai le que ton quand même, le ton, vous appelez Don, le ton, la Volga. Oui. Et c'est quand même assez important parce que comme vous dites, si Yegor s'était appelé Yegor Siniavski, on lui aurait demandé d'écrire comme Dostoïevski, on lui aurait demandé de danser comme Serge Liffard ou de parler de Rachmaninov, etc. Et quand on est russe, parfois on en a un peu ras-le-bol de toute cette bimbeloterie, je dirais, qui est autour de la culture russe. Et donc on aimerait de temps en temps qu'on oublie cette russitude et je trouve c'est assez courageux de sa part et en même temps je trouve ça assez normal qu'il l'ait fait parce que je comprends très bien. Voilà. Et vous, c'est vos parents ou vos grands-parents qui sont venus? C'est mes grands-parents qui sont venus, mais mon papa est russe et ils ont fui la révolution. Ils ont fui la révolution, voilà. C'est ce qu'on appelle les Russes blancs. Vous pouvez y retourner maintenant, la révolution s'est terminée. La révolution est terminée. Vous pouvez y retourner chez vous là-bas. Oui, il faut y retourner. Vous n'avez pas envie, sérieux? Mais si, mais j'y suis retourné souvent. Et alors? Et ben, vous avez fait un pincement au cœur quand même. Mais oui, non, c'est un pays auquel je suis très très attaché. Je parle la langue. D'ailleurs, avec Yegor, en coulisses, on se parle en russe. C'est vrai? C'est agréable. Oui, c'est génial. On pourrait faire l'interview en russe, mais je crois que ça emmerderait pas mal de monde. Et puis on vient de dire qu'on voulait échapper à la russitude, alors bon, on va peut-être pas le faire maintenant. Posez-lui une question en russe quand même. Как ты поживаешь? Все в порядке, спасибо. Spasibo, il a dit. Hein. Voilà. J'ai compris Spasibo, moi. Les escrocs. C'était pas du russe. On le fait bien, hein. En fait, on est mexicains, c'est des conneries. Alors Zazie, on va vous revoir parce que le 22 avril, il y a un CD qui s'appelle Zazie The Live. Évidemment, vous avez toujours le sens des titres. C'est ça qui est dingue. The Live. Cette idée de mettre des Z partout, je sais pas comment vous avez trouvé ça. Et le DVD, lui, sort le 29 avril. Je sais pas pourquoi il faut une semaine de plus pour le fabriquer. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fou. Et vous êtes en concert le 17 juin au Zénith. Voilà. Voilà, Zazie. Alors, on vous a demandé, vous aussi, de faire une petite liste de vos œuvres préférées. Alors, en livre, vous avez choisi Une petite robe de fête de Christian Bobin. Ouais. Pourquoi? J'ai le bouquin dans ma poche, je peux vous lire un extrait. Ah ouais, volontiers. Volontiers, c'est une émission culturelle. Hein. Je veux bien. Voilà. Ah, il est bien, Alex. C'est en plus un extrait de la préface, donc ça n'a rien à voir avec la choucroute. Mais c'est un petit livre. En fait, j'ai choisi ce livre parce que quand on n'aime pas lire, c'est bien d'appréhender la lecture quand même. Et que voilà ce qu'il dit. C'est court. Hein. Il y a la main blanche de ceux qui ont pour eux l'argent, il y a la main fine de ceux qui ont pour eux le songe, il y a tous ceux qui n'ont pas de main, privés d'or, privés d'encre. C'est pour ça qu'on écrit, ce ne peut être que pour ça, et quand c'est pour autre chose, c'est sans intérêt. Pour aller des uns vers les autres, pour en finir avec le morcellement du monde, pour en finir avec le système des castes, et enfin toucher aux intouchables, pour offrir un livre à ceux qui ne le liront jamais. Parfait. Alors là, je vais vous dire, dans le studio, tout le monde, il y a eu un silence, c'est la première fois depuis le début de l'émission, vous avez vu? Hein?
Tout le monde a écouté Zazie lire l'extrait de Christian Bobin, Une petite robe de fête. Je chante, alors c'est pour ça. Ah, c'était pour ça, oui. Alors le film, c'est pas un film qui est sorti dans les 5 dernières années, c'est Johnny s'en va en guerre, Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo. Il fallait un truc qui sort dans les 5 dernières années. Bon, alors c'est la millième, quoi. Ça fait 1000 ans que vous existez, donc on n'est pas à ça. Ça fait 1000 ans que je suis là, oui, absolument. Michel Drucker, ça fait 2000 ans, lui. Mais ça se voit pas, je Ça vous se voit rassure. pas, lui non plus. Donc oui, Johnny s'en va en guerre, c'est vachement bien, mais c'est le mec qui est dans le... Voilà. Oui, mais c'est juste la première sensation. En fait, j'ai choisi des choses qui correspondent à des sensations qui n'ont rien à voir avec des choses intelligentes ou intellectuelles. C'était... qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui ne lit pas va se mettre à lire d'un coup? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui va pas au cinéma ou qui va en faisant pif paf fouma, t'es mort, il va pour d'autres raisons. Johnny Got His Gun, j'avais prévu de dîner avec des amis après, j'ai pas pu. Donc ça m'a intéressé. Il faut dire à nos amis téléspectateurs, donc c'est l'histoire d'un soldat qui est dans le coma et il entend des sons, il voit très légèrement des choses. Tronc, voilà, qui va servir un peu d'essai pour la science, pour le très touchant, effectivement. On entend la voix off tout le temps. Voilà, la voix intérieure, absolument. Théâtre, Yasmina Reza. Oui, c'est sans danger. Hein, Et chanson, Let's Go Out Tonight de Blue Nile. C'est quoi ça? Je ne connais pas ça, le monsieur. Non, je la connais pas. Voilà. Là, ça m'en bouche un coin, vous voyez. Mais je suis tombée... De temps en temps, je vais à la FNAC et je fais des expéditions punitives. C'est-à-dire que j'achète les choses que j'aime et puis j'achète des trucs parce que la pochette est belle. De temps en temps, c'est un fiasco parce que la musique à l'intérieur, sincèrement, n'a rien à voir avec la pochette. Et de temps en temps, j'ai acheté donc ce groupe Blue Nile, inconnu au bataillon, qui sort c'est un groupe anglais qui sort un album tous les 5 ans. Et je suis tombée sur cette chanson et j'avais envie dans l'introduction d'aller danser, dans la deuxième d'embrasser mon amoureux, dans la troisième d'éclater en sanglots, dans la quatrième, tout ça en 5 minutes. Et j'ai aimé sans comprendre ce qu'il disait. J'ai compris que le texte était très beau. Ce qui est pour moi la musique, c'est-à-dire que moi je me lutte à chaque fois que j'écris avec dès que je dois passer au sens des mots, je suis réductrice. C'est-à-dire que la sensation que j'ai eue en composant est beaucoup plus forte que le sens du mot. Et cette chanson, puisque c'était l'anglais, donc j'avais une permission à ne pas comprendre, m'a provoqué tout un tas d'émotions sans avoir besoin de mettre un mot dessus. Et c'est ce que j'aime dans cette émission, en fait, c'est que depuis 5 ans, je suis payé pour me cultiver. C'est-à-dire, moi j'ai appris un truc par rapport aux Russes. J'apprends plein de trucs tous les jours dans cette émission. C'est qu'à la fin, je vais être vachement. Je sais pas si je vais être très riche. Je sais pas si je vais être très riche, mais en tous les cas, je serai extrêmement cultivé. Aujourd'hui, alors j'ai appris. Donc voilà, Let's Go Out Tonight. Oui, mais ça, il va jamais l'acheter, par exemple. Il le dit pas. Il fait semblant à la télé. Pas du tout. Non, Blue Night. Non, je sais même pas ce que c'est. J'avoue, c'est des Anglais, c'est ça. Je vous l'offrirai. Ah tiens. Vous connaissez ça? Non. Bah lui, il connaît pas. Voilà. Non, mais là, j'y vais ce soir. Hein. Demain, après-demain. C'est déjà ça. Il fait des avant-premières, il connaît pas. J'ai pas le temps, je vais faire le clown. Comment ça va alors? Bah très bien, très bien. Vous trouvez votre place petit à petit dans l'émission? Oui. J'ai fait des crocs en jambes à 2-3 copains là dans l'entrée et j'ai trouvé. Ça va? Ça va bien? Ouais, très bien. Bon. C'est vraiment sympa. Merci Zazie, merci Alex, merci Vladimir. Yegor, tant pis pour le prix roman, ciné-roman, mais bon. Ah ça va, j'en ai eu 2 déjà. Franchement, on peut être fier. Vous restez un petit peu. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il aurait quand même mérité parce que son livre est vraiment scénaristiquement, c'est un livre très. Moi, je l'ai dit la première fois qu'on l'a reçu, j'ai dit ça ferait un super scénario de film. Voilà, ça fait un super pour ça que je pense. Donc, il l'aurait mérité. Est-ce qu'il y a un rôle pour Serrault qui cherche du travail? Michel Serrault est capable de jouer n'importe quoi. Ça c'est vrai. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc des personnages à double fond, à double tranchant, oui, bien sûr. Bien, alors, comme c'est la veille, on est le 31 mars, c'est la veille du 1er avril, on va voir un best-of d'un numéro qu'on avait fait pour le 1er avril de l'année dernière, le 1er avril 2002, replay. Guy, vous êtes prêt à retirer ce que vous avez dit à mon sujet dans le Nouvel Observateur, par exemple? Mais pas du tout, mais je ne retire rien du tout. J'ai dit que je venais, j'ai pas dit que je retirais quoi que ce soit. Pas du tout, ce que j'ai dit, je le pense, je l'écris. Non, mais... Non, attendez. Non, mais Guy... C'était quoi ce qu'il avait... Non, il avait... la délicatesse de me coller dans la rubrique nécrologique avec le dépôt... Ouais, mais enfin, on avait dit qu'aujourd'hui... Non, je reste sur mes positions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on avait dit qu'aujourd'hui... Bon, bah écoutez, moi non plus, alors d'accord, mais moi je retire rien non plus. Ah, je le savais, Gardisson, ça finirait comme ça. Ah, quelle horreur. Bon, bah ça va, Steph, coupe la communication.
Avant l'émission, vous nous avez pris la tête avec ce bouquin. Maintenant, c'est le plateau, vous recommencez. Bec BD, K, nous prendre la tête avec ce bouquin. C'est insupportable d'un point de vue moral. Je peux pas l'entendre davantage. C'est une censure. Mais est-ce que les censeurs... 5 ans d'émission, et c'est la première fois qu'il se casse du plateau. Moi, Carmouze, Philippe et moi, on est d'accord. Ce livre doit être publié, doit être montré à la télé, on doit en débattre. Et Elisabeth et vous êtes là comme deux réactionnaires. Mais on n'est pas là comme des réactionnaires. Il n'y a que vous qui puissiez le ramener sur le plateau, parce que de toute façon, il vous adore, vous savez bien. Oui, mais enfin là, ça me fait un peu mal au sein quand même. Allez chercher. Je découvre un visage. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je vais aller voir ce qui se passe, parce que je comprends pas. Excusez-moi. Ramenez-les, parce que je vais vous dire, dans tous les cas, bravo, Patrice. Je vais féliciter, vous êtes arrivé à foutre une merde qui a rarement eu dans l'émission. Bon, puisque c'est ça, je vous parle pas, moi, du... Vous pouvez pas, de toute façon, je peux pas en parler, donc je me barre aussi. Hein. Si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Donc, si tu mais c'est la meilleure, ça. Maintenant, je me retrouve tout seul comme un con. Bon, je vais aller les chercher. « 1er avril, poisson d'avril. » Voilà, c'était donc l'émission du 1er avril de l'année dernière. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette 1000e. 1000 merci à notre pléiade d'invités, Michel Serrault, le parrain historique et premier adepte de nos dérives sur les deux rives, Daniel Auteuil, Claude Berry, Jean d'Ormesson, Ariel Dombal, André Dusselier, Mélanie Douté, Axel Lafont, Jean-Pierre Mocky, Zazie, Yegor Gran. 1000 merci à mon complice Stéphane Simon à la production. 1000 merci au réalisateur Tristan Carnet. Vous savez qu'on a comme réalisateur Tristan Carnet, parce que c'est le neveu de Marcel Carnet. C'est pas de la connerie ici. Hein. Attendez, hein, c'est pas de la merde. Hein. 1000 merci donc à Emmanuel Bergeret, Hélène Grémillon, Bérangère Legrand qui ont préparé les best-of de cette émission. 1000 merci à Annie Benayoun, Eric Mata, Tania Rizk, Isabelle Gélinet, Solène Lénoré. Vous l'avez pas vu, Solène Lénoré? Si. Et à toute l'équipe technique, 1000 merci à l'auteur Alain Bourmeau et surtout 1000 merci à la chaîne Paris Première, qui est une chaîne commerciale et qui fait de la culture, alors que normalement, ça serait plutôt au service public de le faire. Donc bravo à Paris Première, merci en tous les cas, Valérie Berny, Stéphane Quéré, Jacques Expert, Anaïs Bouton, qui est pas mal. C'est bien. Allez bien, surtout quand elle revient des Maldives. Merci ma chérie, d'avoir eu la bonne idée d'imposer à la tête un grand rendez-vous, oui. Paris Première a imposé un grand rendez-vous culturel quotidien. Faites cette édition spéciale 1000e, chers amis, chers ennemis, au revoir. À demain, 19h15 pour la 1001e RDRG, toute l'actualité culturelle en 40 minutes, etc. Pomme cul. Et puis rendez-vous pour la Michel Serrault pour la 2000e. Oui, j'espère bien. Si tout va bien. Ah bah tout ira bien, Inch'Allah. Pomme cul. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.